Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du Foot US de A à Z. Et quel plaisir! Aujourd'hui, on va partir direction le Texas pour parler des Dallas Cowboys. Et comme invité, Mathieu, Dallas Cowboys FR. Voilà, comme d'habitude, il vient nous voir chaque année maintenant pour nous parler de ces Cowboys. Bonjour Mathieu, comment tu vas? Salut Jogactu, ça va très bien, super. Et oui, troisième année que je viens ici, en plus de trois petits passages à droite à gauche, donc un fidèle. Exactement. Exactement. Tu es déjà venu, oui, pour d'autres aussi, pour Salaire Récap et ainsi de suite. On en parlera. Tu feras ta petite pub à la fin de l'épisode. Voilà, pour ceux qui sont fans des Cowboys et qui écoutent qui écoutent cette preview, on a fait d'autres previews avant. Elles sont déjà disponibles depuis le 28 juillet sur le site du FootUS de A à Z. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous renseigner pour rien que les équipes qui sont dans votre division. Ça peut être sympa. Avec les invités, on a un invité par épisode. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore, je vais faire un retour sur la saison précédente. On va faire un point sur la Free Agency. On fait un petit point draft. La saison avec le nouveau calendrier et le pronostic qui va bien. Et Mathieu finira l'épisode par faire sa pub et sa promo de tout ce qu'il a à nous dire. Et puis, du coup, voilà, on va se lancer. Mathieu, tu es prêt? On revient sur la saison passée. Je sais, bon voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie, Mathieu, t'inquiète pas. Je suis pas comme ça et je n'aime pas ça non plus, malgré tout. Mais et en plus, on a passé le Super Bowl ensemble, si je me trompe pas, donc c'était plutôt un Tout bon à fait. moment. Hein. Un Super Bowl crispé pour certains. Surtout pour moi. Dédicace à notre ami Lucho des Fantasy Ballers qui va bien chercher toute la soirée, fan de San Francisco. Je te fais des bisous, Lucho, si tu nous écoutes. La saison avait bien démarré. Donc, vous avez fait un déplacement à New York où vous remportez le premier match 40-0. Vous allez recevoir les Jets ensuite. Vous remportez le match 30-10. Première défaite un peu surprise chez les Cardinals de l'Arizona. Vous remportez après le match chez vous contre les New England Patriots. Vous perdez à San Francisco. Vous gagnez chez les Chargers. Vous êtes en bye week en week 7 l'année dernière. Après, vous avez sorti de bye week, vous faites le back-to-back avec les équipes de Los Angeles. Vous gagnez contre les Rams, mais chez vous ce coup-ci. Après, vous perdez chez les Philadelphia Eagles, rival de division. Vous allez remporter le match contre les Giants, contre les Panthers. Ensuite, rival de division, vous remportez le match contre les Washington Commanders. Vous remportez le match contre les Seattle Seahawks. Vous remportez le match chez vous contre les Eagles de Philadelphie. Vous perdez à Buffalo. Vous perdez à Miami en week 16. Week 17, vous remportez le match contre les Detroit Lions. Et vous finissez la saison par une victoire contre les Commanders 38-10 pour avoir un bilan de 12-5 et jouer les wildcards. Sur cette saison régulière, voilà, il y a 5 défaites. Ah bon, allez, peut-être celle chez les Cardinals qui est un peu, voilà, on peut dire une surprise, sinon il n'y a rien d'infamant sur la saison régulière. Ça peut être des défaites, Buffalo, Miami, Philadelphie et puis San Francisco. Il n'y a rien d'infamant dans ces défaites-là. Ça peut arriver de perdre. Toi, Mathieu, comment tu avais ressenti? Je pense que tu étais quand même confiant pour ces matchs de playoff. En plus, vous receviez chez vous les wildcards. Voilà, on va pas, comme je dis, remuer le couteau dans la plaie. Mais toi, t'en as pensé quoi de la saison dernière malgré tout, Mathieu? Ouais, la saison dernière, c'est une saison qui ressemblait un petit peu aux saisons précédentes. Quand même assez costaud, assez solide. Globalement, on a oblitéré toutes les équipes qui étaient plus faibles que nous, à part, comme tu dis, en week 3 contre les Cardinals, défaite surprise. Mais défaite qui peut arriver en début de saison, encore au mois de septembre. Mais sinon, si on regarde bien les résultats, les scores, toutes les équipes jugées, on va dire, un peu plus faibles, deuxième partie de classement, de tableau, on les a complètement démolies, que ce soit les Giants, les Jets, les Commanders, les Panthers, enfin voilà, toutes ces équipes qui ont fini avec des bilans négatifs. On leur a mis des trempes. On a eu beaucoup plus de mal contre les grosses équipes, puisque en fait, à part contre les Lions, c'est une victoire un petit peu ric-rac, avec une petite polémique d'arbitrage à la fin. On n'a pas gagné contre beaucoup d'équipes, à part contre les Eagles, qui étaient déjà un peu sur la pente descendante au match retour chez nous à Dallas. Donc oui, globalement, on a été très fort contre les faibles, on a été plutôt moyen, plutôt faible contre les forts, et on arrive avec un bilan de 12-5 puisqu'on avait un calendrier relativement facile, quoi. Donc bon, facile, c'est la NFL, hein, il y avait quand même quelques belles équipes au tableau. On bat les Seahawks qui étaient encore bien classés au moment où on les bat. On bat donc les Eagles, on bat les Lions 2 semaines avant la fin de la saison régulière.
Mais et puis on bat les Rams aussi, hein, qui vont en playoff. Donc il y a quelques victoires contre des équipes positives, mais quand on regarde bien, les défaites après, hein, c'est que des défaites contre des bonnes équipes, des équipes qui vont en playoff, hormis les Cardinals. Grosse branlée contre les Niners. 2e grosse, très grosse défaite contre les Bills et après, défaite ric-rac contre les Dolphins et puis une autre défaite ric-rac contre les Eagles. Voilà, je pense que ça a représenté assez bien le niveau de l'équipe, quoi. Une équipe, bonne équipe, on va dire dans les 7-8 meilleures équipes, en termes de talent, en termes de jeu en saison régulière, donc capable de battre toutes les équipes faibles. Mais par contre, dès qu'on est vraiment, dans le haut du panier, on va dire les équipes, dont le but c'est vraiment d'aller au Super Bowl, qui finissent en finale de conférence, plus difficile. C'est un bon résumé. Excuse-moi, j'ai redressé ma chaise, moi, et puis mon son était en mute. Et après, ben voilà, vous allez en wildcard contre les Packers. C'est là, on peut dire que, bah, clairement, vous êtes passé à côté du match, quoi, parce que bon, vous perdez 48-32, mais le match a été plié bien avant. Et du coup, ouais, vous passez, on va dire clairement, voilà, le match de wildcard, vous êtes passé à côté, quoi. Ouais, ouais, on est complètement passé à côté. Je pense que clairement on était favoris sur le papier. On regarde, la saison des Packers, c'est une saison quand même assez diesel. Mhm. Fin du mois de novembre, c'est encore une équipe qui est à peine positive, où je crois avec un bilan équilibré, genre à 6-6, un truc comme ça, un Jordan Love qui convainc pas spécialement, pas précis du tout dans les passes en profondeur. Une équipe qui s'est un petit peu révélée au mois de décembre mais voilà, comme je dis sur le papier, je pense qu'on avait tout pour gagner. Je pense qu'on avait plus de talent, à mon avis. On était à la maison, assez bonne dynamique, mais voilà, non-match. On s'est fait complètement détruire, principalement en défense. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu un match très, très mauvais, très mauvaise préparation, de la part du coordinateur défensif, de la part de Dan Quinn. Dans les schémas qui ont été appelés, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on a fait toute la saison. On a joué, énormément de schémas avec de la zone, ce qu'on faisait vraiment très, très peu, hein. Je pense qu'on était l'équipe, qui jouait le plus de man to man, donc le moins de zone de toute la NFL pendant la saison régulière. Et cette fois-là, on a joué énormément. Les joueurs ont été perdus. On a vu des joueurs avec, 15, 20, 25 yards, ouvertes pour des touchdowns, où il y avait littéralement personne sur l'écran, qui était habillé en blanc à côté, enfin que qui apparaissait sur l'écran. Donc, ouais, 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 il y a pas grand-chose à dire, hein. J'en ai déjà parlé, dans un autre podcast en fait, de ce match. Moi enfin, si tu veux, quand c'est un match assez serré qui joue sur des détails, tu peux pointer un peu du doigt telle ou telle performance. Là, on a eu une performance défensive catastrophique, on a une performance offensive qui est pas vraiment meilleure. Dak a un petit peu de mal, un CeeDee Lamb qui m'a un peu exaspéré en début de match. Dès le premier drive, qui s'est énervé, on a vu qu'il était hyper tendu, que ce Mm, 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 qu'on mm, voit mm. vraiment par rapport à toute son attitude pendant la saison. Donc ouais, j'ai pas trop envie de jouer au jeu des responsabilités, à pointer Non, du mais doigt les cibles les plus c'est faciles, collectif, hein. toi Dak et cetera. C'est 100 collectif. Il y a Mm, personne mm, mm. vraiment à ressortir du lot, d'un point de vue Exact. positif sur ce match. Je pense que tout a été, assez négatif, que ce soit au niveau des coachs, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit en attaque, que ce soit en défense. Et donc bah, grosse désillusion, hein, évidemment. Moi, j'ai fait un petit post un peu enflammé sur Twitter avant le match, en mode un peu enfer du dimanche, en gros, en disant: «Bah, les gars, c'est votre moment, quoi. C'est le moment où Bien faut pas évidemment. faire dans Mm. d'aubaine parce que, c'est depuis les 20 dernières années, c'était l'une des meilleures opportunités pour, se rapprocher d'une finale de conférence, de passer le tour, d'avoir encore un deuxième match, en fait, à la maison garanti, pour accéder aux finales de conférence, vu qu'on avait le seed numéro 2. Bien sûr. Et donc en seed numéro 2, on joue contre le seed 7. Je crois que c'était d'ailleurs la première fois, que le seed 7, passait, depuis son instauration il y a 3 ou 4 ans. Donc oui, oui, donc évidemment, c'était grosse, grosse déception, coup de marteau sur la tête, hein, comme j'ai dit, le foot, hein, c'est assez violent dans le sens où on a la saison régulière qui, même si elle est relativement courte, c'est quand même 3 mois et demi. Mais ça se construit une saison, les espoirs se construisent petit à petit, semaine après semaine. Et en Bien fait, sûr. au moment où tu te sens bien placé, bah, boum, coup de marteau, ça dure 2 heures et demie, puis, bah, tu rentres à la maison et tu te dis, «Ciao, à dans 9 mois», quoi. Donc Ouais, c'était c'est un peu ce ça. qui s'est passé pour nous, enfin pour moi personnellement et pour, je pense, l'ensemble des fans des Cowboys,
sur Ah ce oui. match. Donc, voilà. Ouais, non, une défaite très dure à avaler pour les fans que je peux comprendre. Je peux comprendre. Très bien. Bon, place à la nouvelle saison et place au changement. Donc, bon, aujourd'hui, Mike McCarthy va attaquer sa 5e saison, 6e saison déjà, je ne sais plus. Ça. Et 2020, il est là. Donc, oui, donc ça va faire sa 5e saison. Voilà. Seul changement, on va dire, notable au niveau des coordinateurs, c'est Mike Zimmer, l'ancien head coach des Miami, qu'est-ce que je dis, des Minnesota Vikings, pardon, qui arrive en tant que défensif coordinateur. Toi, Mathieu, ce choix, qu'est-ce que tu as apprécié le choix? T'es mitigé? Tu t'en penses quoi, toi? Ouais, j'apprécie. Alors déjà, première chose, c'est un retour. Mike Zimmer, il a déjà été Oui, exact, chez les Cowboys il y exact. a très longtemps, fin des années 90 au début des années 2000. Avec un Super Bowl, je Euh, crois. Non? ouais, alors il n'était pas coordinateur défensif, mais je crois qu'il y a peut-être le dernier Super Bowl avec Switzer en tant que head coach où il était défenseur des lignes, enfin coordinateur des lignes, entraîneur des lignes défensives Mm. ou des DB. Je veux pas dire de Ouais. bêtises, mais il était dans le staff en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais, je l'ai Euh, vu, moi qui étais dans le staff sur le Super Bowl gagné. Exact, voilà. exact. Bah alors que contre le Super Bowl contre Pittsburgh, très certainement en 96. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Bah, Mike Zimmer, c'est quand même un esprit défensif qui est reconnu dans la ligue. Ça va apporter quelques changements. Clairement, surtout au niveau des schémas de ligne défensive, il va y avoir, des modifications par rapport à ce que faisait Dan Quinn. Je pense qu'on va aussi, rentrer dans un schéma, où on va jouer un peu plus avec l'adversaire. On va essayer de déguiser un petit peu plus ce qu'on va faire. Je pense qu'avec Dan Quinn, on jouait clairement sur le physique, sur le côté, on fait les choses là où on est fort et on essaye de dominer, bah, voilà, sur nos points forts, sur des trucs d'homme à homme. Après, il y avait aussi beaucoup de stunts sur la ligne défensive, mais, tu vois, sur le backfield défensif, c'était beaucoup de couverture, individuelle, où on jouait sur les individualités, sur le fait que, voilà, les joueurs peuvent se faire battre, mais en échange, assez régulièrement, au cours des matchs, ils peuvent créer des turnovers avec Diggs, avec Blount l'année dernière qui a explosé. Je pense qu'il va y avoir des modifications, de schéma à ce niveau-là. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein. Je vais pas rentrer dans des détails que je connais, que je maîtrise pas plus que ça, personnellement. Mais ce qui est sûr, c'est que Mike Zimmer, voilà, que c'est un esprit défensif qui est reconnu et apprécié dans la ligue depuis des années. Donc, je suis pas contre le fait qu'on l'ait embauché. Ok, ok. Bon, bah voilà, c'est complet. C'est le Et seul changement. je veux Ouais. juste dire qu'effectivement quand même, hem, moi j'étais déjà de ceux qui pendant la saison, malgré les performances contre les équipes faibles, les Giants qui nous ont mis 0 points, ce qu'on a fait contre les Jets et cetera, enfin contre beaucoup d'équipes faibles qui ont marqué très peu de points contre nous, contre qui on a fait 2, 3, 4 interceptions dans le match et cetera et cetera. Malgré ça, j'arrivais un peu à bout du système, Dan Quinn. Moi j'ai été, l'un des premiers, je pense, en tout cas dans les suiveurs français, à critiquer le fait que je trouvais qu'il y avait vraiment des limites contre les très bonnes équipes, surtout contre, les équipes, qui ont un coach, un head coach ou un coach offensif qui descend de l'arbre Shanahan, c'est-à-dire, les Niners. Et on le voit, on se fait éclater par les Niners, plusieurs fois. On l'a vu contre les Dolphins, on l'a vu contre les Packers parce que le head coach des Packers aussi, ça a été un ancien coordinateur offensif ou QB coach de Shanahan. Et donc, tout ce système Shanahan avec beaucoup de motion, c'est quelque chose dont Dak Quinn n'arrive pas du tout à se sortir et qui se fait laminer à chaque fois. Et il y a 3 ou 4 équipes, je crois que même les Lions aussi en font partie, qui ont des coachs en fait, qui sont issus, de l'arbre Shanahan. Et je suis content aussi pour cette raison-là en fait, bah, que les Commanders l'aient embauché et que nous on ait pu, arriver à la fin de l'histoire avec Dan Quinn malgré les bons résultats qu'il a eu globalement avec la défense sur les 3 ans qu'il a passé chez nous. Ok, merci pour ton retour complet, Mathieu, sur Dan Quinn. Voilà, donc Mike Zimmer qui sera le nouveau coordinateur défensif des Dallas Cowboys. Et ben maintenant, on va partir sur le côté de la free agency où il y a eu quelques départs. Je vais les nommer et tu me diras si tu en as que tu regrettes dans cette liste ou pas du tout. Donc le premier, c'est le running back Tony Pollard qui est parti chez les Titans. Ensuite, vous avez le wide receiver Michael Gallup qui est parti chez les Raiders.
l'offensive tackle Tyron Smith qui est parti chez les Jets, le centre Tyler Biadasz qui est parti chez les Commanders, le edge Dorrance Armstrong qui est parti chez les Commanders, le edge Dante Fowler qui est parti chez les Commanders, le defensive tackle Nevin Gilmore qui est parti chez les Dolphins, le defensive tackle Jonathan Hankins qui est parti chez les Seahawks, le linebacker Leighton Van Der Esch qui a pris sa retraite, le cornerback Stephen Gilmore qui est toujours free agent aux dernières nouvelles, et le safety Jaron Kersey qui est toujours free agent. Toi, Mathieu, qui c'est que tu regretterais dans cette liste où tu te dis c'était le temps de changer, au revoir messieurs? Alors, pour la plupart, je pense que c'est des joueurs dont on peut se passer. Après, tout dépend toujours. Il y a dans la liste, hein, que tu as donnée, il y avait beaucoup de joueurs utiles. Il n'y avait pas de très, très grosses stars, hormis peut-être une, et c'est celui qui me dérange un petit peu le plus, c'est Tyron Smith, notre left tackle, qui était le left tackle depuis 12 ans, 13 ans chez nous, qui est parti aux Jets, pour un contrat, je pense qu'on aurait pu matcher, on aurait pu donner l'équivalent. Moi, j'aurais aimé qu'il finisse sa carrière chez nous, rien que pour le symbole. J'aime en fait quand on a des joueurs qu'on draft, qu'on développe, qui sont une sorte de symbole en fait de notre franchise. C'est un peu le symbole de la ligne offensive, de la très bonne ligne offensive qu'on a construit au fur et à mesure des années, de la décennie, des années 2010. C'est le premier joueur qu'on a recruté, qu'on a drafté, et ensuite est venu s'ajouter, Zach Martin, est venu s'ajouter, Travis Fredericks, est venu s'ajouter un petit peu plus tard La'el Collins qui est déjà parti, et donc moi ça m'embête un petit peu en fait que ce joueur-là ne termine pas sa carrière chez nous. On l'a vu l'année dernière, ça fait effectivement depuis des années qu'il n'arrive pas à faire une saison complète, qui sa santé, c'est toujours limite. Il a encore manqué 2 ou 3 matchs, l'année dernière. Il ne s'est pas entraîné de toute la saison. C'est-à-dire que toute la saison, en gros, il avait repos le mercredi, repos le jeudi. Le vendredi, c'était dédié à l'aspect tactique, et il y avait un entraînement léger le samedi auquel il participait. C'est les seuls entraînements, en fait, auxquels il a participé de toute l'année. Ils l'ont géré comme ça. Quand il a été sur le terrain, il a été très bon, il a été excellent, au niveau All Pro quasiment, mais c'est sûr que c'est à double tranchant, hein. C'est un joueur qui peut aussi, vu qu'il a eu plein de problèmes de blessures comme je disais sur les 4-5 dernières années, se surblesser rapidement, jouer 3 matchs, 4 matchs, sur la saison, et puis, bah, là, tu te retrouves sans solution. Donc ce qui a été, choisi, on va, je pense, y revenir un peu plus tard puisqu'il y aura la partie draft, hein, c'est d'aller choisir son remplaçant au premier tour de draft, et de tourner la page. Mais voilà, rien que pour le côté un peu émotionnel, je suis un peu déçu de ça. Pour le reste des joueurs, oui, il y avait des joueurs intéressants, les edge rushers qui sont partis chez les Commanders, que ce soit Dante Fowler ou Dorrance Armstrong. C'était des joueurs, on va dire, de rotation, mais qui apportaient pas mal pas mal d'impact. C'est des joueurs qui sont pas faciles à remplacer, hein. On sait que, voilà, sur la ligne offensive, on n'a pas des joueurs, hein, qui jouent 90 des snaps. On a besoin d'une rotation, on a besoin d'une profondeur. C'est un poste aussi où il peut y avoir pas mal de blessures, et on y reviendra aussi encore plus tard puisqu'on a eu un joueur important qui s'est blessé il y a quelques jours pendant le camp d'entraînement. Donc si on avait pu en garder un des 2, ça aurait été bien aussi, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Le fait que Tony Pollard il soit parti, là, on parle, voilà, de joueurs qui se parlent un petit peu plus au grand public, aux néophytes, puisque c'est des joueurs, qu'on retrouve en fantasy. C'est des joueurs qui marchent des touchdowns, donc Tony Pollard, moi je pense qu'on lui a donné les clés du camion l'année dernière, ça a été décevant, même s'il n'a pas été forcément aidé par le niveau de la ligne offensive au niveau du run block. Donc le fait qu'on le laisse partir et qu'on donne pas un assez gros contrat, je crois qu'il a été signé pour 7 et quelques ou 8 millions par an. C'est tout à fait logique. Michael Gallup, il est parti aux Raiders, mais en fait, il a pris sa retraite d'ici là, depuis. Donc ça, c'était un pari qu'on avait fait. On lui avait donné un contrat au moment où on avait laissé partir Amari Cooper. Pari complètement perdant puisqu'il n'est pas jamais revenu de sa blessure, sa déchirure, des ligaments croisés, et donc il a fait 2 saisons un petit peu en mode fantôme, et maintenant il vient de prendre sa retraite. Leighton Van Der Esch aussi, c'est dommage, hein, mais il s'est blessé au cou. C'était pas sa première blessure au cou, donc il est parti à la retraite un peu forcée pour raison médicale. Ça embête un petit peu parce que c'était quand même, une sorte un petit peu l'âme de la défense, le middle linebacker au centre du jeu avec un niveau correct sans être dans les meilleurs joueurs de la ligue. Voilà, tout ça, c'est plein de joueurs, on va dire, secondaires, mais qui avaient une importance et dont on n'a pas forcément que l'on n'a pas forcément remplacé au niveau des arrivées. Des joueurs qui font du travail de l'ombre.
Ouais, Ouais, un des gros travails de travail d'homme. l'ombre, enfin voilà, juste des pièces importantes. C'est sûr que c'est pas Exactement. les méga stars, c'est pas Mmh. les Micah Parsons, c'est pas des Trevon Ouais, mais Diggs, t'en as des Blount, besoin. T'en as etc. Mais c'est besoin des des joueurs dont tu as joueurs. vraiment besoin. Et sans ces joueurs-là, si tu as pas de Et remplaçant derrière qui émerge, ça peut être très difficile puisque tu te retrouves avec des trous béants dans ta défense. et c'est vrai que votre GM vous avez clairement dit la free agency, on va bouger On est et all-in. on attendait tous des grandes choses à Dallas. Et je vais citer les arrivées ou les resignatures aussi. Donc vous avez resigné Rico Doodle, pardon, excusez-moi, qui resigne un contrat de 1 an. Vous avez le running back Ezekiel Elliott qui rentre à la maison après être a fait une pige aux Patriots. Ça, pareil, j'ai du mal. Je te vois secouer la tête, mais bon. Bref, le running back Royce Freeman qui signe aussi chez vous. L'offensive tackle Shuma Edoka qui re-signe un contrat de 1 an. Le linebacker Eric Hendricks qui signe aussi chez vous. Le cornerback Jordan Lewis qui re-signe un contrat de 1 an. Et le long snapper Tren Sieg qui re-signe en tant que free agent aussi chez vous. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire chez les Cowboys, pardon, j'allais dire les Commanders, excuse-moi, lapsus. Voilà, Mathieu, toi, ouais, je pense que tu t'attendais à mieux au niveau de la free agency. Bon, la free agency n'est pas terminée, on le sait, hein, les camps sont démarrés, en sachant que voilà, tu as dit que voilà, vous avez perdu déjà une pièce importante au niveau des titulaires. Voilà, on sait très bien qu'il au niveau de la free agency, il y a toujours des ajouts aussi qui vont arriver au moment des camps ou à la fin des camps pour démarrer la saison. Toi, Mathieu, vas-y, donne-nous ton ressenti. On a déjà un peu l'idée, mais tu peux partage-nous ce que tu ressens sur le cœur. Non, mais mon ressenti, non, non, il faut pas croire, quand tu dis: «Je m'attendais à beaucoup mieux» ou quoi que ce soit. Pas du tout, en fait. Le seul truc qui était surprenant, c'était cette déclaration un peu lunaire, à la sortie du Super Bowl de Jerry Jones en disant: «Cette année, on va être all-in» et cetera. Non, il y avait aucun moyen. Enfin, moi, Il, je m'attendais pas du tout à des gros il, mouvements et en fait, il avait peut-être un peu trop tapé dans la bouteille avant non, la mais déclat. je sais pas, en fait, ce qu'il voulait vraiment, dire par là. Mais ce qui est Ouais. sûr, c'est qu'en fait, au final, l'intersaison ressemble beaucoup, à ceux dont on est habitué, c'est-à-dire pas de grosses signatures. L'année dernière, on avait été agréablement surpris avec, des moves un petit peu innovants pour, le front office des Cowboys, c'est-à-dire d'aller chercher, via des trades, qui ne coûtaient pas très cher, des vétérans, dont leurs équipes ne voulaient plus particulièrement. Ça avait été le cas une fois en défense avec, Gilmore et une fois en attaque avec, Brandin Cooks qu'on avait été chercher chez les Texans. Donc, mais au-delà de ça, on n'a pas signé de gros joueurs depuis des années et des années et des années Oui, en free c'est pas agency. la. Donc, il y a pas de changement notoire. Le seul truc, en fait, c'est un petit peu, comme je te dis, ce souci de communication, de te dire, voilà, on est all-in, cette saison, vous allez voir, ce que vous allez voir et pour au final faire comme d'habitude. Mais, c'est logique quand tu regardes, la situation, financière des Cowboys, le salary cap, l'incertitude au niveau du contrat de Dak Prescott. Ça, on va y revenir parce que ça fait partie, en fait, intégrante, hein, de toute, l'intersaison des Cowboys. C'est un Il y a lui, puis je rajouterais, il y a la Dak Prescott et puis le cas si dilemme en ce moment Bah, c'est qui va surtout, être ce complexe. dilemme Quoi. parce que, Mm. Dak Prescott en fait, ce qui est problématique, donc au-delà du fait de pas signer de gros joueurs en free agency, qui pour moi n'est pas une erreur, n'est pas vraiment un problème, même Exactement. si il faut quand même essayer d'en faire un de temps en temps, mais, en fon vu, les finances actuelles, en fait, l'état du salary cap des Cowboys et cetera, tu pouvais pas vraiment te le permettre. Par contre, là où c'est un peu plus problématique, là où on commence vraiment à se poser des questions, c'est cette bon, je vais pas réussir à dire le mot. En tout cas, le fait de pas être capable de re-signer ses propres joueurs en temps et en heure. Et ça, c'est quand même une tendance, qui a émergé depuis quelques années et qui s'installe, ça devient pénible. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire comme certaines équipes. Alors moi, je veux bien qu'à un moment, il y ait certains discours et que pour signer un contrat, il faut être 2 et que, les agents, ils sont méchants et ils veulent beaucoup d'argent et les joueurs aussi. Mais tu as globalement quasiment toutes les équipes de NFL qui arrivent à cibler leurs jeunes stars prometteuses et à leur faire re-signer des contrats après leur troisième ou leur au pire leur quatrième année, de contrat rookie
et nous, on n'y arrive jamais. Et nous, on se retrouve avec CeeDee Lamb, donc entame sa 5e saison, donc qui est encore sous contrat puisque, c'était un joueur de premier tour. On a activé l'option de 5e saison et on voit toutes les équipes qui, re-signent leurs jeunes, receveurs et nous, non. Voilà, donc tu as, les Vikings qui ont re-signé Jefferson avec un très gros contrat, mais dans le même temps, tu as eu, les Eagles qui ont anticipé, qui ont donné un contrat, aux alentours de 28 millions par an à Devonta Smith, et puis, on c'est pas les seuls, il y a c'est beaucoup, c'est quasiment tous en fait, et nous on se retrouve en fait les seuls à être là avec un joueur en fait, j'ai pas envie de dire qu'il prend en otage, il prend rien en otage du tout, mais qui participe pas au camp d'entraînement, heu et hem et et voilà, et c'est-à-dire que tu as la pression, tu ne fais pas les choses en amont et tu vas devoir te retrouver, soit tu as une guerre avec ton joueur, c'est pas bon. Déjà, il est pas là pendant les camps, donc forcément, sa préparation physique, même si je ne doute pas qu'il travaille de son côté avec son équipe, mais rien ne remplace en fait, les entraînements, déjà rien que collectif, et d'être avec ton équipe pendant tout l'été, et hem et voilà, et tu vas te retrouver à être à peu près à la gorge, on va arriver mi-août, fin août, la saison va approcher et tu vas lui donner un contrat énorme, alors que si tu t'y étais pris un petit peu en avance, tu vas pas me dire que tu aurais pas pu, faire quelque chose déjà l'année dernière, ou alors en tout début d'intersaison avant que Jefferson y signe, avant qu'un tel et un tel ne signe. Ou même en milieu Voilà. de saison ou en milieu de saison l'année dernière, Ouais, alors t'engages ça en déjà les milieu de saison, c'est débats. très rare. C'est très rare, les Cowboys, Ouais, mais ne bon. prolongent quasiment jamais de joueurs en milieu de saison. Il y a énormément d'équipes qui sont comme ça aussi, surtout pour les joueurs stars, hein. Quand tu Mm. regardes bien, tu as pas énormément Oui, de joueurs stars qui re-signent des contrats en plein milieu de saison. Tu en as beaucoup qui veulent se concentrer sur un truc, mais tu vois, c'est ce que je veux dire, et c'est la même chose avec, Dak Prescott. On a déjà fait l'erreur avant son contrat précédent. Là, il arrive au terme, donc il entame la 4e année de son contrat. Il est dans une situation qui est quasiment inédite, pour un quarterback de son talent et de son niveau de performance en NFL. C'est-à-dire que, il arrive en fin de saison. Les Cowboys ont une très grosse pression pour, le re-signer, parce que s'ils ne le re-signent pas l'année prochaine, il va y avoir un montant de dead money qui va être, très, très important, qui va impacter, heu, les finances, qui va empêcher en fait de recruter, qui va nous bloquer un petit peu, et en plus, on ne peut pas lui, puisqu'il a une clause de no trade, donc on ne peut pas le trade pour récupérer des picks. Il doit être d'accord pour partir dans une équipe. On ne peut pas lui mettre le franchise tag l'année prochaine puisqu'il a une clause pas de franchise tag. Et donc on se retrouve dans une situation où on ne sait pas ce qu'ils veulent. Il y a déjà eu un peu ce jeu, hein, qui s'est joué il y a 3 ans maintenant, enfin il y a 4 ans, et ça n'avait pas abouti à un contrat, ça avait abouti à un contrat il y a 3 ans, de 40 millions par année, qui est somme toute maintenant, avec l'inflation, gigantesque qu'il y a sur les contrats des quarterbacks, qui est raisonnable, 3 ans plus tard. Mais maintenant on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont finalement trouver un accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le laisser jouer sa saison sans qu'il ait de contrat derrière et qu'il puisse après négocier avec toutes les équipes? Prescott, quid de son niveau? Est-ce que finalement il serait pas en train de rentrer vraiment dans son réel prime? Quand on regarde bien en fait l'historique des quarterbacks, Dak Prescott, il vient juste d'avoir 31 ans. Tu prends, je veux pas faire d'offense à personne, hein, mais tu prends des grands noms comme Tom Brady, comme Rodgers, comme Manning, la majorité en fait de leurs accomplissements, ils se sont faits après les 30 ans. C'est à partir de 28-29-30 ans que tu rentres vraiment dans ton prime. En fait, Dak, à part peut-être la saison il y a 2 ans où il y a quelques interceptions, il est un peu blessé, il revient de blessure, il y a le mollet, il y a tout ça, il est à ce niveau en gros de 4 milliards, de 30 touchdowns et moins de 10 interceptions tous les ans depuis la saison 2019. Et il a fait sa meilleure saison statistique, l'année dernière. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais? On est la seule équipe en fait à se mettre dans ce genre de situation-là en fait, d'avoir un quarterback de franchise qui est, en plein milieu de son prime, et que tu n'arrives pas à re-signer, et que tu vas devoir re-signer très cher. Si tu le re-signes, ça sera certainement à 60 millions ou plus. Donc et ça va impacter, nécessairement en fait tes finances pour le futur, et ton habilité, ta possibilité de construire une grosse équipe autour de lui pour aller un peu plus loin en playoff que les wildcards. bah, en sachant qu'en plus, vu les derniers contrats des quarterbacks qui ont été sortis, il signera pas pour moins cher. Hein. Ça c'est Non, il un signera pas peu. pour moins cher, mais par contre, il y a une grosse possibilité que ce soit lui, le prochain quarterback, qui fasse faire un bond en avant encore au quarterback. C'est que là, c'est-à-dire que tous les quarterbacks, ils signent à peu près pour la même chose. On est à 55, alors c'est un qui fait Oui, 52, l'autre 54, l'autre 53, l'autre 55.
Dak, je serais pas étonné qu'on atteigne genre 63, toi, par an. Voilà. À voir. Ben, Donc, on verra, mais mais si tu veux, tout ça, en fait, c'est le symptôme, en fait, d'une certaine maladie, au sein d dans le front office que j'ai un peu de mal à comprendre, sur la gestion, en fait, de ces gros joueurs, de ces joueurs de tes stars qui arrivent en fin de contrat, chez qui tu attends, tu attends, tu attends et en fait, à qui tu donnes de plus en plus de pouvoir, dans les négociations et chez qui, en plus, au final, mais, tu les signes toujours. Parce que mais quel ça gros va se joueur on a laissé passer partir parce sur que les 10 là, dernières années? Aucun, euh, en fait. On n'en a pas parce que laissé là, partir. On les signe parce que, toujours, mais au tarif max. parce que bah, là, Enfin, ça à va se part passer Trevon Diggs quand pareil. même l'année dernière, attention. Ouais. Ah, et ça va se passer avec Mika Parsons l'année d'après aussi, hein, parce que Et Mika Parsons va exactement, normalement, falloir Micah le. Parsons, dans l'ordre des choses, il aurait dû être signé cette année. CeeDee Lamb, il aurait Exactement. dû être signé l'année dernière Mm, et Micah mm. Parsons, c'est cette année qu'il Ben, faudrait le signer. c'est ce que font Et cette les année, franchises. Mm, tu lui donnes le même contrat globalement que Boza il a eu l'année dernière, où tu lui mm. rajoutes, 1 000 000 par an en plus. Mais Bien là, sûr, dans le bien jeu dont sûr. on est parti, ça va finir que l'année prochaine, il va vouloir genre 40 ou 42 par an et on va finir par lui donner, je te Ouais, jure. ouais, ou tu actives sa cinquième année parce qu'il Oui, bah, attends, il la est 5e premier année, elle est tour. déjà activée, elle va y être activée. Voilà, Mais mais que tu le tu vois, signes à la tu vas trop loin et plus tu attends, moins en plus tu peux, activer, tu sais, tu peux jouer avec le salary cap, moins tu peux, tu sais, transformer parce que là, les choses en bonus à la signature et tu peux étaler dans le temps et plus, en fait, les gros cap hits, ils arrivent tôt dans le contrat alors que quand tu t'y prends plus tôt, bah, tu l'étales limite sur 7 ans, tu vois? Et chaque année, tu bien sûr. repousses, tu mets des et là, en faisant ça, on n'est pas capable d'avoir cette flexibilité. Bah, c'est sûr, non, puis là, bah, ça va. C'est quand même trois gros contrats qui vont être donnés. Voilà, si tu signes Cindy Lamb, tu re-signes Prescott et tu vas devoir re-signer Mika Parsons, ça va être trois beaux contrats. Et voilà, bon, tu vas les re-signer, je pense, mais comme tu dis, au prix le plus fort, quoi. Au prix le plus fort. Ok, non, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. J'aime toujours discuter avec toi de ces moments-là parce que c'est toujours bien éclairé. Tu n'es pas avare de critiques non plus contre ta franchise de cœur. Et tu reconnais si les choses sont bien faites ou faites pas trop dans le bon sens. Et là, on peut comprendre ton point de vue que tu n'es, voilà, tu as un peu de mal avec ça et c'est historique, quoi. C'est pas d'aujourd'hui, quoi. C'est pas d'aujourd'hui. Bon, ça a été très clair. On va partir sur le côté de la draft. On va citer maintenant les nouvelles arrivées, les rookies qui arrivent dans la depth chart. Donc, au choix 1, round 29, vous avez pris le tackle Tyler Gitton d'Oklahoma. Choix 2, au round 2, 56e position, vous prenez le edge Marshawn Kneeland de Western Michigan. Tour 3, 73e position, Cooper Beebe de Kansas State. Donc là, plutôt vraiment j'aime ce choix. Moi, voilà, j'aime le choix de Cooper Beebe. Surtout au round 3. Round 3, toujours 87e position, le linebacker Maris Liofu de Notre-Dame. Ensuite, round 5, 174e position, le cornerback Kalen Carson de Wake Forest. Tour 6, 216e choix wide receiver Ryan Flournoy de Southern Missouri State. Le tour 7, 233e position, le tackle Nathan Thomas de Louisiana. Et tour 7, toujours le defensive line Justin Rogers de Auburn. Pour toi, Mathieu, est-ce que vous avez comblé les besoins ou moi, voilà, j'aime bien l'ajout de Cooper Beebe qui sera guard ou centre chez vous. C'est un bel ajout de Kansas State. Et puis Tyler Gitton, voilà, il y avait beaucoup d'espoir sur lui à Oklahoma. Donc je vais Il y a suivre de ces bons joueurs de près, retours. moi, chez vous. Il Ouais, y a de bons retours pour l'instant sur, ce qui ça se fait au m'étonne pas. camp, Ça m'étonne pas. de Taylor Gayton. Il a travaillé énormément. Ouais. 0 vacances, il est pas parti, donc il a fait le rookie camp, le mini camp des rookies, ensuite, les OTA et après il est resté à Dallas. Il a travaillé avec, Duke Manyweather qui est un peu un gourou, de la ligne offensive et qui travaille pour nous, qui forme beaucoup de nos linemen, pour améliorer sa technique individuelle pendant toute la période entre les OTA et le début des training camps et donc, apparemment, il a déjà fait un assez joli bond en avant en termes techniques parce que voilà, Tyler Gayton, c'est le morphotype du lineman offensif qu'on draft ces dernières années. C'est d'ailleurs des mecs très forts physiquement et un petit peu bruts au niveau technique et qu'on essaye de développer en fait en NFL et dont on a été enfin, un schéma qui a plutôt bien marché ces dernières années. On l'a vu avec Tyler Smith, qui est devenu déjà en 2 ans l'un des meilleurs guards, qui a été All-Pro l'année dernière au poste de guard de gauche.
Et donc, voilà. Tyler Gatton, c'est le successeur, on l'espère, de Tyron Smith au poste à gauche. Il va être titulaire dès le départ, c'est quasiment sûr. Voilà, maintenant, quel va être son temps d'adaptation? Les retours des camps, ces batailles contre Micah Parsons qui sont assez équilibrées, c'est déjà un signe assez encourageant. Après, hein, c'est la vérité du terrain à partir du mois de septembre qui nous dira ce qu'il en est. Mais bon, je pense qu'on peut faire confiance. Là, pour une fois, tu m'as dit, je critique mon équipe sur certains points qui me déplaisent. Là, force est de reconnaître qu'on est obligé de dire que voilà, sur les 10-15 dernières années, on va dire depuis 2010, l'équipe qui draft le mieux en ligne offensive, surtout au premier Oui. tour, bah, c'est les Cowboys. Et enfin, il n'y a pas, il y a personne qui arrive à notre cheville à ce niveau-là. Je répète, hein, Tyron Smith, Non, mais puis ensuite, ouais. voilà, Travis Moi, Frederick, je dirais Zach même ce que tu as dit. Martin, Ouais. voilà. Moi, je dirais c'est surtout pour les développer et les faire Et en plus, progresser. le développement, tout à fait. Et ça c'est hyper. Oui, c'est là-dessus. Là-dessus, on va pas se mentir. Et c'est historique du côté des Cowboys. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est historique. La O-line, ça a toujours été, c'est toujours été un moment fort du côté de Dallas. Hein. C'est historique pour moi depuis que je suis la NFL. Mais voilà. Donc là, du coup, pas mal de changements en ligne offensive, hein, tu l'as dit. Cooper Bibi. Lui, par contre, apparemment, qui a l'air d'avoir un petit peu plus de mal, mais surtout, celui, il va jouer centre. Hein, et il est parti. Alors, est-ce que ce sera le centre titulaire dès le Ouais. départ? Je pense que oui. Là, on nous dit qu'il y a quand même une bataille, quelques problèmes de snap, mais c'est normal. Il n'a jamais été centre avant. Il y jouait plutôt, il a joué un peu toutes les positions, mais c'était plutôt un guard. On sait que guard et centre, ça se ressemble beaucoup. Il a Oui. le physique, hein, pour jouer centre. Donc, on va voir. En tout cas, renouvellement sur la ligne offensive. Il y a deux. Il va sur les 5 titulaires, il y aura 2 changements cette année. Et puis voilà, c'était une draft où on a utilisé les 3 premiers tours pour des besoins, pour des successions, quoi, pour drafter des successeurs. Successeur de Tyron Smith. Ensuite, le deuxième tour, Nyland. C'est vraiment un joueur qui ressemble sur le papier beaucoup à DeMarcus Lawrence. C'est-à-dire un defensive end qui est plus axé sur la défense de course, on va dire plus complet, mais plus axé sur la défense de course que sur le pass rush. Donc, censé reprendre la relève de Lawrence, qui ce sera peut-être sa dernière année ou son avant-dernière année, et qu'on va essayer de développer tranquillement cette année et voir ce que ça donne, pour être le penchant, voilà, pour équilibrer un petit peu entre Micah Parsons de l'autre côté qui rush le quarterback à fond, et d'avoir un joueur qui soit costaud contre la course sur le côté fort en fait de la ligne offensive adverse. Pareil, j'ai pas eu beaucoup de retours pour l'instant au niveau du camp pour lui. En tout cas, c'est pour ça que lui a été drafté. Donc Bibi pour remplacer Biadash, qui était un joueur correct, mais pas un excellent joueur, pas un des 5 meilleurs centres, ni même des 10 meilleurs centres de la ligue, et qui est parti aux Commanders. Et voilà, on va voir ce que ça donne. D'accord. Bon, bah c'est complet. Moi, après, juste voilà, sur le Edge, il va apprendre avec DeMarcus Lawrence. Quoi de mieux que d'apprendre à côté d'un joueur comme lui pour se faire former. Y a rien de tel. Bon, Un bah des très bien. joueurs les plus sous-évalués, sous-cotés Moi, j'aime bien. depuis des années, je trouve, des Marcus Lawrence. Non, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui fait pas énormément de sacs, mais c'est quand même un joueur qui met de la pression, qui est très très fort contre la course. Et voilà, je pense que il est, euh, il a été un petit peu trop sous-coté ces dernières années, le pauvre Demarcus. Bon, il est maintenant en place au calendrier 2024. Donc là, Mathieu, on va voir si on est d'accord sur le bilan que je vais annoncer. N'hésite pas à me mettre un tac si t'es pas d'accord à travers l'écran. Non, non, mais je plaisante. Mais donc, j'ai sélectionné 3 matchs. 3 matchs, ça je te l'ai pas dit en début d'épisode. Je sélectionne toujours 3 matchs dans le calendrier qui peuvent faire basculer la saison vraiment dans d'une top saison. Et je choisis 3 matchs souvent à l'extérieur pour pouvoir faire basculer la saison dans le bon sens. Vraiment dans le bon sens. Donc voilà, je liste le calendrier et je te donne mon prono et tu me dis ce que tu en penses par rapport à ça. Alors, le premier match, vous allez jouer donc chez les Cleveland Browns. Ensuite, vous recevez les Saints. Ensuite, vous recevez Baltimore. Donc, un début de calendrier, déjà les 3 premiers matchs est pas simple malgré tout. Ensuite, vous allez chez les Giants de New York. Après, vous allez chez les Pittsburgh Steelers. Et en week 6, vous allez recevoir les Detroit Lions. Vous êtes en bye week en week 7 cette année. Après, vous sortez de bye week, vous allez jouer à San Francisco chez les Niners. Ensuite, en week 9, vous allez jouer chez les Falcons à Atlanta. Week 10, vous recevez les Eagles. Week 11, vous recevez les Houston Texans.
Week 12, vous allez chez les Commanders. Week 13, vous recevez les Giants. Week 14, vous recevez les Bengals. Week 15, vous allez chez les Panthers à Carolina. Ensuite, week 16, vous recevez Tampa Bay. Week 17, vous allez chez les Eagles. Et week 18, vous finissez chez vous contre les Commanders. Donc moi, je me dis, voilà, c'est une saison quand même qui est atteignable pour les Cowboys avec l'effectif. Vous voyez des petits changements, tout ça, mais il y a toujours quand même des joueurs de talent, en espérant qu'Assi Dilem quand même vienne jouer et soit là cette année. Voilà, moi je le compte dans l'effectif, je pense qu'il sera re-signé. Beaucoup de receveurs font beaucoup de joueurs font ça et on finit par trouver toujours un accord, même si c'est un peu long. Mais l'accord pour moi va se conclure quand même malgré tout. Et j'annonce un bilan, si vraiment ça se passe moyennement, voilà, saison pas catastrophique, hein, mais j'annonce un bilan de 11-6. Et si vraiment j'ai sélectionné 3 matchs, j'ai sélectionné celui à Pittsburgh, celui à San Francisco en sortant de bye week et celui des Eagles de Philadelphie en week 17. Ces 3 matchs-là, je les ai mis en défaite, mais il suffit que tu gagnes 2 sur 3 de ces matchs-là, ce qui est faisable, hein, ce qui n'est pas non plus voilà, ce qui n'est pas non plus infaisable pour vous, les Cowboys. Et je me dis, voilà, vous pouvez faire un bilan à 13-4, 12-5. Voilà, je me dis, c'est largement cohérent. Toi, Mathieu, t'en penses quoi, toi? J'en pense quoi? Alors, j'en pense C'est que pas évident. globalement non, non, C'est non, pas mais évident. C'est pas il faut évident. quand même, être, un petit peu lucide, objectif. Si on me demande si entre l'année dernière et cette année, on s'est renforcé ou on s'est affaibli, j'ai quand même plus l'impression qu'on s'est un petit peu affaibli, que renforcé. Les choix de draft, moi, j'y compte pas, spécialement. J'attends vraiment de les voir avant de dire: «Ah bah oui, là maintenant, là de nouveau, le machin, le remplaçant, le truc». Non. Donc globalement, on n'a pas eu de grosses recrues. Comme je disais, on a perdu pas mal de joueurs qui, sans être des stars, étaient des joueurs, qui apportaient beaucoup, qui faisaient leur job, souvent un peu un job de l'ombre, mais qui apportaient beaucoup de choses. Donc maintenant, ce qui va dicter un petit peu cette saison, je ne parle pas de blessures catastrophiques de joueurs de stars ou quoi que ce soit, c'est est-ce qu'on va avoir des joueurs qui vont se révéler un petit peu et qui vont vraiment passer à un palier supérieur? On avait un joueur qui était censé faire ça cette année, c'était sa troisième année, c'était Sam Williams, defensive end, qui a montré des choses très prometteuses au niveau du pass rush, avec un temps de jeu à limiter dans la rotation ces 2 premières saisons. Malheureusement, il s'est fait les croisés au tout début du camp d'entraînement et il sera absent. Donc ça veut dire que derrière Micah Parsons, on n'a pas grand-chose pour prendre la relève, et donc le faire un petit peu souffler et apporter de la menace parce qu'on sait très bien que lui, tous les yeux de toutes les défenses sont sur lui et qu'il est, double team, triple team, quasiment à tous les snaps. Donc, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont se révéler, que ce soit en attaque, que ce soit en défense? On a vu Jake Ferguson au niveau des Titans de l'année dernière qui a fait une deuxième saison, très, très prometteuse avec, de belles stats, avec surtout au-delà des stats même, je trouve qu'il y a il y a des, juste le jeu quoi, il y a des réceptions qui sont difficiles, qui dans des moments chauds où, il a su élever le niveau et donc moi je compte beaucoup sur lui. Il y a des joueurs en défense, un joueur comme, Overshown, un linebacker qui doit prendre la place de Van Der Esch. Il s'était fait les croisés pareil, Ouais, au qui était dernier match blessé de l'année dernière. pré-saison, mais Hein. il a fait un camp d'entraînement Mm. extra. Il avait fait, des premiers matchs de pré-saison, certes contre, une opposition plus faible, hein, une opposition de pré-saison, mais on voyait vraiment un très, très gros potentiel donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Blount, il va confirmer au niveau des cornerbacks? Est-ce que Diggs, qui revient de blessure, il s'était fait les croisés aussi en tout début de saison, au mois de septembre l'année dernière, c'était au deuxième ou au troisième match. Donc est-ce que ou au quatrième match, je sais plus. On sait que des fois pour les cornerbacks, c'est difficile le retour, 1re saison après une blessure comme ça. Mais vu que ça s'était fait en tout début de saison, au mois de septembre, donc 1 an jour pour jour, est-ce qu'il va être au top de sa forme ou est-ce qu'il va au moins, au fur et à mesure de la saison, réussir à retrouver son meilleur niveau? Auquel cas, on aurait quand même un duo de cornerback, assez redoutable. Voilà, c'est toutes ces choses-là que j'ai envie de voir. Est-ce qu'au milieu de la ligne défensive, on va avoir des joueurs qui,
qui font encore une marche en avant. On l'a vu avec Oza Odighizuwa dont j'avais parlé l'année dernière, la dernière preview et qui a fait une très bonne saison sans être, un all pro, un top 5 à sa position, mais qui a vraiment, fait un bond en avant l'année dernière. Il y avait le rookie Mazi Smith, grosse déception sur sa saison rookie. Ils lui ont fait perdre du poids, ils lui ont fait jouer un peu un rôle qui était pas vraiment le sien à l'université. Cette année, il a repris, je crois, une trentaine de livres, donc à peu près une quinzaine de kilos et il bosse dur avec lui au camp d'entraînement pour améliorer son get go, son premier pas, qui est très important pour les defensive tackles. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, la question des Cowboys. La question des Cowboys, c'est pas est-ce qu'on va aller machin, est-ce qu'on va gagner un match de playoff, et cetera. Non, c'est est-ce que dans l'effectif, après les départs qu'on a eus, de nombre de joueurs qui jouaient beaucoup de snaps en tout cas, est-ce qu'on va les remplacer par des joueurs de même qualité, voire de qualité supérieure pour progresser en termes d'effectif global? J'ai pas vraiment la réponse, j'espère. Il y a des joueurs vraiment prometteurs encore jeunes dans cet effectif. Comme on dit, les cornerbacks, Blount, ce sera que sa troisième saison, Diggs, seulement sa quatrième saison, et cetera. Micah Parsons, seulement sa quatrième saison. Et je suis d'avis qu'il a encore des choses à parfaire dans son jeu. Il peut encore s'améliorer. C'est un monstre physique, c'est un monstre de rapidité pour son poste, mais qui peut encore faire mieux. Et puis après, voilà, l'apport des coachs. Est-ce qu'il y aura un apport positif de la part de Mike Zimmer au niveau défensif? Est-ce qu'on a vu le meilleur de Dak Prescott l'année prochaine ou est-ce qu'il peut encore faire un bond en avant? Est-ce qu'il peut encore s'améliorer? Est-ce que, comme je l'ai dit, comme beaucoup de quarterbacks après leurs 30 ans, 31, 32 ans, est-ce qu'on n'est pas vraiment encore dans le début de son prime et qu'il ne peut pas faire encore sa meilleure saison à date euh, cette année? C'est tout ça en fait, la problématique et les interrogations de la saison des Cowboys. Donc au-delà de parler d'un bilan chiffré, je préfère me recentrer, me concentrer en fait sur ces problématiques-là, sur ces questions-là et c'est ça qui va définir, notre saison. En pour juste, aller un peu plus sur le calendrier, on a quand même un début de calendrier qui est difficile. On commence à l'extérieur chez les Browns, après les Saints qui deuxième saison de quart et cetera. Quelques bonnes petites signatures. Les Ravens qui étaient en finale de conférence, si ça se goupille mal, ça peut faire 0-3, ça peut faire, tu vois? Regarde, avant la bye, tu peux être à 2-4, hein, tu as le droit de perdre contre les Browns, les Ravens, les Steelers, les Lions et tu gagnes juste contre les Saints et les Giants, bah, tu fais 2-4 et tu es déjà très, très mal parti, toi et en plus après tu enchaînes contre les Niners à l'extérieur qui sont notre bête noire, notre némésis, depuis 3-4 ans, tu vois? Donc il va falloir faire un bon début. De toute façon, les prédictions qu'on fait, c'est toujours chamboulé. Il y a toujours la blessure d'un tel, il y a toujours une équipe on pense qu'ils vont être nuls, ils sont bons. T'as eux, tu te dis, ah bah oui, mais attends, les Ravens, ils ont failli aller au Super Bowl, ils avaient le MVP l'année dernière, Lamar, et puis patatras, tu sais pas pourquoi. Je les prends eux, hein, je dis pas que je prévois pas du tout qu'ils s'effondrent, mais combien de fois tu as des équipes en fait qui vont au Non, mais Super bien Bowl, qui vont en sûr, finale de ouais, bien conférence, sûr. qui s'effondrent Non, sans raison apparente et oui, mais inversement, tu as des équipes qui, sortent un peu de nulle part alors que sur le papier, tu pas vu spécialement d'amélioration, mais tu as un nouveau coach qui arrive, tu as des choses qui cliquent un peu, tu as 2-3 joueurs qui se révèlent à des positions clés. Donc non, je comprends bien le jeu, hein, de toutes les prédictions, mais oui, mais mais bon. voilà, je vais pas annoncer les Cowboys à 9-8 ou 8-9 sur le Ah mais si, bilan. moi mais tout à fait, je pense que c'est tout Ça, à fait possible, hein, honnêtement. non, mais ça, C'est non, mais pas, rien n'est c'est même pas un impossible. scénario cat c'est non, c'est non, non, honnêtement, c'est même pas un scénario catastrophe, hein. D'ailleurs, je pense que les bookmakers, ils les annoncent à 9,5, donc ça veut dire entre 9 et 10 victoires. Donc tu vois, moi Oui, non, là-dessus, mais au lieu des avis des experts, je préfère toujours prendre l'avis, des mecs qui gagnent du fric, Ça non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, j'annonce bilan de 11-6 au minimum. Je vois bien aller 17, mais je vois pas un bilan de 9-8 chez les Cowboys. Après, je me trompe peut-être, mais il y a quand même un voilà, début de calendrier pas évident. Mais après, voilà, tu as les Giants quand même qui est jouable. Tu as les Falcons, on sait pas, mais c'est jouable quand même. Les Commanders, voilà. Bon, après, tu as les non, Bengals, mais il y a mais des équipes il y a clairement sur le papier qu'on doit aller chercher, ça c'est bien sûr. sûr, bien Mais, sûr. tu vois, c'est comme ça, regarde, je me rappelle encore l'année dernière, moi j'ai faisais les previews, tout le monde voyait
je crois pas avoir croisé une seule personne qui mettait pas les Eagles vainqueurs de la division, toi. J'en ai pas vu. Tout à fait. Et Non, mais nous, bien sûr. Bien sûr. limite, nous, on Mhm. les mettait, on nous mettait même pas forcément comment rivaux des Eagles. C'était plutôt genre il va y avoir un fight pour la deuxième place entre les Giants et les Cowboys. C'est ça. Mhm. Rappelle-toi, il y a un an, Oui, c'était ça. Ouais, c'était ça. c'était ça qu'on Et entendait. puis, non, puis C'était quand on ça voit le qu'on début, entendait. puis Et quand on on voit le voit, début, on leur met 40-0 à la ouais, maison, ouais. à la maison et ils Non, finissent puis, avec je sais pas quel. et Tu puis vois ce que je veux dire, quand, hein? et puis quand on voit le début des Eagles, tu te dis bon, on s'est pas trop trompé hein, en début Oui, d'année. oui, Et oui. puis après, ils se sont effondrés. Donc non, non, mais il n'y a pas de là-dessus, il y a pas de recette miracle. On balance des pronos. Voilà, c'est le début. Les camps sont même pas finis. On commence les matchs, vraiment les matchs de pré-saison seulement cette nuit. Là aujourd'hui, on enregistre, on est le 8 août. Donc il y a encore largement le temps encore avant le début de saison qui va arriver très vite. Mais on a largement le temps encore d'avoir encore quelques surprises pendant les camps. Donc, on se balance, c'est le jeu, c'est le petit jeu qu'on aime bien faire, mais je reste d'accord avec toi, c'est jamais simple de prédire une saison. On est d'accord. On est d'accord. Bon, ben Mathieu, ça va être le moment de faire bah, on va dire ta petite promo. Là, moi, je fais un bandeau qui défile. Voilà, on peut te resuivre sur Twitter ou X sur Dallas Cowboys FR. Mais vas-y, parle-nous de salary cap, parle-nous de tout Ouais, ça. alors non, non, alors bah, j'ai pas trop envie d'en parler là parce que j'ai fait une intersaison très très calme au niveau de Salary Cap France. Je vais quand même pendant la saison, parce que là je vais me remettre vraiment dans le foot, reparler un petit peu de l'aspect financier sur ce compte-là. Je voulais faire des choses, malheureusement. Vie professionnelle très très Bon. agitée, enfin dans le bon sens du terme, hein, donc qui m'a pas laissé en fait m'occuper de ce compte-là avec la qualité dont j'ai habitué les gens qui me suivent depuis 2 ans. Et donc plutôt que faire un travail un peu au rabais où je pouvais pas traiter de tous les sujets ou quoi que ce soit, j'ai plutôt préféré le mettre un petit peu en dormant. Mais rassurez-vous, à ce niveau-là, pour donc tout ce qui est toutes les questions de comment fonctionne la NFL au niveau des front office, au niveau de l'aspect financier, au niveau des deadlines pour les signatures, les choses comme ceci, expliquer un contrat, ce que ça veut vraiment dire, ou l'argent garanti, voilà, les bonus à la signature, etc. On va reprendre ça tout doucement pendant la saison dès qu'il y aura des news qui méritent d'en parler. Et puis pour Dallas Cowboys, c'est pareil. On a été bien calme toute la saison, mais là, avec les premiers matchs de pré-saison, la fin des camps, on va commencer à faire un petit bilan. Je vais faire aussi ma preview, voilà, de présenter l'équipe poste par poste, les nouveaux, les anciens, les joueurs qui peuvent devenir un peu les nouvelles têtes d'affiche de l'équipe, etc., etc. Et puis on va suivre la saison tranquillement avec des petits débriefs après chaque match, des petits live tweets quand le cœur en dit, quand on joue pas à 3 heures du mat non plus, parce que c'est souvent le cas pour nous aussi, hein. On sait bien sûr évidemment comme d'hab, Dallas a le nombre maximum de matchs en prime time, donc ça veut dire à 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie chez nous, c'est-à-dire 6 matchs. Mais voilà, on va vivre la saison passionnément, comme d'habitude, peu importe les résultats, hein. Ok, très bien. Bah, c'est parfait, Mathieu. Bah, de toute façon, vous retrouverez tout dans la description. Exactement, vous pouvez suivre Mathieu. Moi, je tenais à te remercier encore une nouvelle fois d'être venu faire la preview avec nous. C'est la 3e année. Quel plaisir. C'est toujours un bonheur. Tu réponds toujours favorablement à nos invitations. Et pareil, bah, si vous voulez revoir, on a des anciens numéros avec Mathieu bah, sur Salary Cap où il explique le cap et tout ça sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à les revoir. Vous pouvez les retrouver aussi sur notre chaîne ou sur d'autres chaînes parce qu'il intervient chez beaucoup de collègues aussi, copains, dont le front office ou d'autres, ou même les fantasy ballers, je crois, tu interviens aussi de temps en temps chez eux. Oui, Donc, parce qu'il faut quand même ouais. le dire, parce qu'à un moment, ils osent pas le dire, ils veulent pas parler. Là, aujourd'hui, c'est Dallas Cowboys FR qui intervient, mais c'est surtout MP, je pense, le joueur numéro un francophone de fantasy, qui a gagné 3 ligues des Fantasy Ballers l'année dernière, qui est monté de division dans le trophée FB. Bon, voilà, la Voilà. coupe est pleine. Non, Voilà. non, jetons plus, la coupe est pleine. Voilà, Lucho, prends en note. Lucho, prends en note. Très bien. Moi, je vais finir donc par la petite promo du Foutu S à Z. Donc, vous avez envie de nous rejoindre, l'équipe elle est grande ouverte. Si vous avez un jour voulez venir intégrer l'équipe, ben, contactez-nous, c'est avec plaisir. À partir du 14 septembre, l'émission quiz de Jack Overtime revient. Il vous prépare ça aux petits oignons. N'hésitez pas. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. C'est un vrai plaisir ce petit jeu. Et moi, je serai là pour être de mauvaise foi
dans ces émissions, donc ça sera parfait. Vous avez envie de nous soutenir, on a un Tipeee, ce qui permet de nous faire avancer sur la chaîne. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Voilà, ça peut, suivant ceux qui veulent donner, ça peut toujours nous aider. Ensuite, voilà, vous avez rendez-vous à partir du 23 août sur la chaîne pour la programmation complète de notre nouvelle saison avec des émissions qui vont arriver, des nouvelles émissions. Donc voilà, ne ratez rien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que c'est là-dessus qu'on est le plus présent. C'est là-dessus qu'on poste tous nos épisodes et tout ça. Donc n'hésitez pas. Et je vais finir. Donc les épisodes, les previews sont disponibles depuis le 28 juillet sur notre chaîne YouTube et aussi sur les plateformes de podcast. Et Mathieu, je te souhaite une bonne saison avec tes Cowboys. Merci encore d'être venu. Et je finis par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Et bonne soirée, bonne écoute à tous. Et à demain. Ciao tout le monde.